Bonjour à tous, je m'appelle Cal Harper. Je suis professeur adjoint d'orthopédie à la Harvard Med School et je suis le directeur du Hand and Upper Extremity Microvascular Fellowship. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui de la raideur du coude. Nous allons adopter une approche très holistique en abordant tous les aspects de la prévention au traitement final. Cela étant dit, l'anatomie du coude est essentielle pour comprendre et parler de la raideur du coude elle-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il s'agit d'une articulation très contrainte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de degrés de liberté, c'est en soi une articulation relativement instable d'un point de vue osseux. Les trois articulations dont nous connaissons tous l'existence, à savoir la radio-capitellaire ulno-humérale et la radio-ulnaire proximale, sont elles-mêmes stabilisées par un vaste ensemble de structures ligamentaires. Lorsque l'on commence à penser à la raideur du coude, ce sont ces ligaments qui jouent un rôle majeur dans cette raideur. Ce qui est fascinant dans le cas du coude en particulier, plus que dans tout autre endroit du corps, à l'exception peut-être de la hanche, c'est que ces ligaments non seulement se contractent, mais peuvent aussi s'ossifier. La raison pour laquelle cela se produit est un peu particulière. Nous y reviendrons un peu plus tard. Sur le côté latéral du coude, il y a le ligament annulaire qui stabilise la tête radiale. Le ligament collatéral radial attache l'humérus au radius, ainsi que le ligament collatéral ulnaire latéral, ou KL. Le LUCL est particulièrement problématique sur la face latérale du coude. Sur le côté médial se trouve le complexe du ligament collatéral médial, formant un triangle avec la bande antérieure du port. LMACL, le ligament collatéral ulnaire médial. L'approche latérale du coude est souvent vue comme un pilier fondamental. Le ligament croisé antérieur, qui offre une grande stabilité au coude, et la bande postérieure, que nous aborderons plus tard, qui est en réalité responsable des limitations de la flexion du coude. En d'autres termes, si votre coude est raide et manque de flexion, il est essentiel de considérer la bande postérieure du muscle. Ensuite, à l'avant et à l'arrière, vous avez votre structure ligamentaire épaisse et robuste de la capsule, qui non seulement fournit une grande stabilité, mais vous offre aussi le potentiel de PUR, présente une raideur post-opératoire significative. En ce qui concerne les voies bord, il est essentiel d'en parler pour compléter un cours. En effet, aucun cours d'orthopédie ne serait complet sans aborder les structures neurovasculaires critiques qui sont présentes. Ainsi, quand on commence à réfléchir à la raideur du coude, à la manière de la prévenir ou de la traiter par la suite, la voie d'abord latérale du coude s'avère être la plus appropriée. Cette voie d'abord latérale du coude est souvent considérée par de nombreux spécialistes comme le cheval de bataille. En fait, il existe de nombreuses recherches sur la façon de relâcher le coude presque exclusivement du côté latéral. Pour ce faire, il faut tenir compte du nerf radial. Celui-ci entre donc en jeu à 6-8 cm de l'aspect latéral du fémur latéral, puis devient beaucoup plus prévalent juste en distal, comme vous pouvez le voir sur l'image du milieu, juste en distal de la tête radiale proprement dite. L'approche médiale du coude. Nous allons aborder l'approche de Hotchkiss par le haut dans quelques diapositives. Le nerf cubital, comme vous pouvez le deviner, est la principale structure neurovasculaire présente sur ce chemin. Il est crucial d'identifier ce nerf cubital lorsque l'on commence à s'intéresser à la raideur du coude. Qu'est-ce qu'une amplitude de mouvement fonctionnel? Je pense que c'est une question délicate, souvent négligée par beaucoup. Nous discutons de la raideur du coude, et cette déclaration implique implicitement qu'elle confère ou qu'un certain degré d'invalidité est conféré par cette raideur du coude à la raideur. Comment le savons-nous? Bernie Morey, du Mayo Clinic au Minnesota, a mené une étude en 1991 parmi plusieurs autres. Publiée dans le JBJS, elle est très connue, beaucoup d'entre vous l'ont lue. Il a placé des attelles à des agriculteurs dans diverses positions de flexion et d'extension et les a questionnés, évaluant leurs capacités et limitations. En d'autres termes, à quel point étiez-vous fonctionnel avec certaines restrictions de mouvement? Ce qu'il a proposé, c'est un arc de 100 degrés pour la flexion-extension et un arc de 50 degrés pour la flexion-supination. En d'autres termes, cela signifie de 30 degrés ou moins d'extension terminale à 130 degrés de flexion, ce qui est considéré comme une amplitude de mouvement fonctionnel pour le coude. De plus, avec 50 degrés de pronation-supination, soit 25 degrés de chaque côté du point neutre, on obtient un être humain relativement fonctionnel. C'est de là que proviennent ces chiffres. En réalité, il s'agit d'une étude vraiment très spécifique.
Cependant, la flexion terminale ou la capacité à fléchir le coude est bien plus cruciale que l'extension du coude. En effet, il est extrêmement important de pouvoir porter à sa bouche une fourchette ou un autre ustensile de cuisine. Nous adorons tous manger. Oui, nous aimons tous manger. De plus, il est très crucial de pouvoir se nourrir soi-même, se laver le visage, se laver les cheveux, et en général, d'être en contact avec son environnement du point de vue de l'hygiène. La flexion du coude est ce qui entraîne un manque ou un certain déficit dans l'extension du coude. Bien que cela puisse poser problème dans certaines professions, la plupart du temps, nous réussissons à nous adapter assez bien en ajustant la position de l'épaule ou en déplaçant le corps. Quand on réfléchit à la raideur du coude, il est crucial d'éviter de sacrifier la flexion du coude au profit de l'extension du coude. Il existe donc un système de classification, à la fois concernant le haut, dont nous discuterons dans les prochaines diapositives, et simplement concernant le haut, dont nous parlerons dans les prochaines diapositives. La classification de la raideur du coude par classe de coude pur se réalise selon la classification Mori, qui distingue entre intrinsèque et extrinsèque. Cette classification est relativement intuitive, car les éléments internes à l'articulation peuvent causer une raideur, tout comme les éléments externes, y compris la capsule, peuvent aussi causer une raideur. Cependant, la dure réalité est que presque personne n'applique cette classification Mori de manière isolée. C'est intéressant d'en discuter dans le cadre de la recherche, mais généralement, presque toutes les pathologies sont mixtes. Cela signifie qu'elles comportent une composante de raideur, une composante liée à l'état de santé et une autre composante liée à l'état de santé. Souvent, il s'agit de problèmes intra-articulaires, comme l'ossification hétérotopique ou les ostéophytes. Il y a presque toujours une composante extrinsèque de la raideur, c'est-à-dire la capsule ou la contracture musculaire. Donc c'est généralement mixte, mais il faut y penser de façon algorithmique. Les 4 questions clés sur la raideur du coude sont: premièrement, pourquoi le coude est-il raide? Deuxièmement, où est la pathologie? Troisièmement, est-ce que l'articulation présente une instabilité? Et quatrièmement, comme je l'ai mentionné plus tôt, que se passe-t-il avec le nerf cubital? Est-il en bon état? Cela revêt une grande importance lorsque l'on commence à réfléchir à la libération de la contraction et aux implications ou à l'impact que peut avoir le nerf cubital sur le mouvement immédiat après une longue période d'ankylose. En ce qui concerne l'imagerie, je sais que nous allons essayer de clarifier tout cela pour les personnes qui disposent de ressources limitées. Les radiographies sont vraiment cruciales pour le synchronisme. On ne peut pas vraiment traiter une raideur du coude sans imagerie, sans tomodensitométrie, ni sans d'autres modalités d'imagerie de niveau supérieur. Ces autres modalités d'imagerie de niveau supérieur sont intéressantes, mais si, après une série complète de radiographies, vous avez encore des questions sur ce qui se passe, je pense qu'il est important de faire une pause et de ralentir. Car la dure réalité, c'est qu'il y a presque toujours un problème. Nous pouvons obtenir tout ce dont nous avons besoin à partir d'une sorte de radiographie orthogonale. La toute première chose que nous cherchons à savoir est si les fractures sont guéries ou non. Pour moi, la guérison des fractures représente l'étape la plus cruciale. Je ne commence pas à traiter les coudes raides tant que les fractures ne sont pas complètement guéries. Parce que tout ce que vous allez faire en débloquant ce coude, c'est précipiter ou aggraver une non-union ou une malunion en cours. Il est donc essentiel de s'assurer d'abord que les radiographies montrent une fracture guérie. Ensuite, s'il y a une ossification hétérotopique, où se situe-t-elle précisément? Est-il présent à l'avant et à l'arrière? Sur les prochaines diapositives, nous discuterons des localisations classiques de cette ossification hétérotopique ou os hétérotopique. Notez que bien que rare, une raideur du coude peut survenir sans os. Pas nécessaire. Il n'est pas indispensable pour développer une raideur du coude. Ne soyez donc pas surpris si vous voyez des radiographies d'une fracture de l'humérus distal montrant une fracture guérie sans os hétérotopique. Pourtant, l'examen clinique du patient montre peu ou pas de mouvement, ce qui est une chance. Cela indique une contracture capsulaire. Dans un cadre mieux doté en ressources, on pourrait envisager une tomodensitométrie. J'apprécie le scanner car il évalue bien la fosse coronoïde à l'avant et la fosse olécrânienne à l'arrière. Souvent, il y a beaucoup d'os hétérotopiques ici, et il faut comprendre où il se situe et combien d'os hétérotopique est présent dans l'os. L'ossification hétérotopique se manifeste pour qu'on puisse l'éliminer. Donc, en soi, l'ossification hétérotopique, la dure réalité, c'est que vous savez, nous comprenons ce que c'est, mais la raison pour laquelle elle apparaît à cet endroit reste encore discutée. C'est un os lamellaire, ce qui signifie qu'il est incroyablement dur, incroyablement solide. Il se développera non seulement à côté de l'os existant, mais aussi à travers les tissus mous, les muscles et les ligaments. La raison pour laquelle cela se produit est encore en cours d'étude et d'analyse. Nous n'avons pas vraiment de modèle animal pour cela. Ce que nous savons, c'est l'incidence et l'évolution naturelle de la maladie. Environ 3% des patients avec une simple luxation du coude ont une HL, ce qui est assez bas.
une vraie fracture luxation du coude, comme la terrible triade, une luxation de la tête radiale et de l'humérus. 20% de ces patients, avec un traumatisme crânien isolé, ont aussi une ossification hétérotopique au coude dans 10% des cas. Mais c'est surtout quand vous combinez un traumatisme crânien et un traumatisme du coude. En d'autres termes, un patient ayant subi un traumatisme à haute énergie après un accident de voiture, avec une fracture grave de l'humérus distal et un traumatisme crânien, développera une HO à un taux très élevé, dans plus de 75% des cas. Vous verrez des patients développer une HO. Elle n'est pas toujours symptomatique, mais elle est présente. Il s'agit des critères de Hill-Hastings, allant de 1 à 3, qui permettent d'évaluer ou de définir l'ossification hétérotopique. Encore une fois, c'est une classification semblable à celle de Mori. Nous ne l'utilisons pas toujours quand nous parlons de questions cliniques, mais c'est utile quand vous commencez à rédiger ou lire des articles. Il est important de comprendre que, par exemple, un Hill-Hastings de niveau 1 sur l'échelle HO indique la présence d'os hétérotopiques sans limitation fonctionnelle et que le niveau 3 correspond à une ankylose complète de l'avant-bras ou du coude. Comme nous l'avons observé sur la diapositive précédente, la fracture de l'humérus distal est un os hétérotopique qui bloque ensemble l'humérus et l'ulna. Il y a donc des endroits communs et c'est un peu comme un élément de conseil et d'astuce ou une diapositive de conseil et d'astuce. Il y a des endroits communs où l'on développe de l'os hétérotopique pour certaines fractures. Dans le cas d'une fracture de l'olécrâne, on s'attend à trouver de l'HO s'il est présent au niveau de la clavicule postérieure. Cela limiterait à nouveau la flexion du coude. Pour les fractures de la tête radiale, elles sont au niveau de la capsule antérolatérale, près du pruge. Logique pour les triades terribles. Pour les fractures avec luxation, la capsule antérieure et postérieure est visible, indiquant que les tissus ossifiés ont été traumatisés. Enfin, la fracture de l'humérus distal. Il s'agit essentiellement de l'ensemble de la capsule, à la fois antérieure et postérieure, ainsi que du brachial et du triceps. Ce sont donc des lésions qui sont extrêmement difficiles à traiter. En général, comme pour de nombreuses choses en médecine et dans la vie, il vaut mieux prévenir que guérir. Il est préférable d'éviter que quelque chose ne se produise plutôt que d'avoir à en traiter les conséquences. Cela peut être réalisé par divers moyens, notamment une intervention chirurgicale précoce, des ajustements dans la technique chirurgicale, une mobilisation post-opératoire rapide, ainsi qu'un ensemble de mesures médicales et préventives. AO. Prophylaxie par radiothérapie. Concernant la radiothérapie, elle a historiquement attiré beaucoup d'attention. En fait, c'est un dérivé ou une conséquence de notre expérience avec l'ossification hétérotopique de la hanche que je vais vous montrer. Les AINE ou anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont le plus répandu aux États-Unis est l'indométhacine, ont aussi reçu beaucoup d'attention. Nous allons discuter des différences entre ces deux médicaments, tant en termes d'efficacité que de coût. En général, la radiothérapie est administrée soit dans les 24 heures qui précèdent l'opération, je m'excuse pour l'erreur, soit dans les 72 heures qui suivent l'opération. Il s'agit généralement d'une seule fraction de traitement. Cependant, certaines personnes préconisent l'utilisation de fractions multiples pour une meilleure efficacité. Les anti-inflammatoires, tels que la naméthacine, sont extrêmement bon marché et faciles à administrer. Mais il est important de noter qu'ils peuvent entraîner des complications au niveau de la fonction rénale, surtout si le patient souffre déjà de problèmes rénaux ou de troubles gastro-intestinaux. La dose recommandée est entre 75 et 100 mg par jour durant 6 semaines. Mon algorithme préféré est 3 semaines, mais il y a peu de données pour choisir entre 1, 3 ou 6 semaines. Concernant la radiothérapie en prophylaxie contre la chirurgie. Prophylaxie contre l'os hétérotopique, évitant ainsi la chirurgie. Ici, nous voyons des données assez bonnes. En général, l'étude en haut à droite montre que 36 coudes ont été traités par radiothérapie en une fraction, avec seulement une récurrence de 8% de nouvelles mères hétérotopiques. Concernant le moment de l'administration préopératoire ou post-opératoire et la dose globale, il n'y a pas de grande différence. Bien que certains articles montrent une tendance pour des doses multiples post-opératoires. Cela peut poser des problèmes. Je vous montrerai bientôt un article célèbre sur les problèmes de la radiothérapie post-opératoire, dans le cas d'une fracture du coude. Cependant, nous observons généralement une certaine efficacité avec la radiothérapie. Est-elle meilleure que l'indométhacine? Je ne suis pas totalement sûr. Les études comparatives sur l'HO dans la hanche. Selon cet article célèbre du groupe de Skulco à l'HSS de New York,
Il n'y a pas de différence d'efficacité dans la prévention de l'HO entre les AIS et la radiothérapie. La grande critique de cet article, publié dans Corps en 2009, était un possible problème de puissance. Vous savez, on peut certainement discuter des arguments pour ou contre ce sujet, mais en général, la majorité des gens conviendraient qu'une certaine forme de prophylaxie, que ce soit les AINS ou HO, est une bonne idée. Cependant, il est vraiment difficile de choisir entre les deux, le coût étant le facteur décisif. Dans de nombreux systèmes de santé, les AIS ne coûtent qu'une fraction du prix. Par exemple, dans cette étude spécifique, ils coûtent $20, comparé à près de $900 pour la radiothérapie. La vraie question qui se pose ici est: comment cela s'applique-t-il ou quelles sont les implications pour le coude? Cet essai contrôlé randomisé, réalisé dans les Carolines en 2000 ou terminé en 2000, a évalué l'utilisation de la radiothérapie pour prévenir l'HO dans les fractures aiguës du coude. Et que s'est-il passé? Il y avait deux groupes. Un groupe ne recevant pas de radiothérapie. Le second groupe recevait une radiothérapie administrée après une fracture distale de l'humérus ou une luxation du coude. Cette étude est fascinante car elle a été stoppée tôt. Sur le site, le groupe de radiothérapie a reçu une dose de 700 centigrades jusqu'à 72 heures après l'opération. Les chercheurs ont découvert que dans le groupe de radiothérapie, 8 patients sur 9 n'ont pas eu de consolidation, comparé à 38% pour un taux global de consolidation de 38% contre 4% dans le groupe témoin qui n'a pas reçu de radiothérapie. L'étude a été stoppée. C'est unique, mais il faut la prendre au sérieux, car la radiothérapie pourrait ne pas être idéale, surtout après une luxation de l'humérus distal ou une fracture noble pour prévenir l'eau. Cela pourrait ne pas en valoir la peine. En Doersteinber, comme souvent en orthopédie, traiter la raideur du coude commence par des mesures conservatrices. Donc, les attelles, qu'elles soient progressives statiques, comme une attelle de jazz, ou une attelle de flexion à charge constante personnalisée, visible à droite de votre écran, se sont avérées efficaces pour améliorer la raideur du coude. La question est de savoir combien de temps il faut les utiliser et quand arrêter. Ce que nous voyons ici, c'est que cette méthode est utilisée avec succès sans os hétérotopique significatif ou blocage osseux. Il n'est donc pas envisageable de surmonter un blocage osseux par un émoussement progressif. Cependant, tout ce qui n'est pas osseux réagit assez bien à ce procédé. Maintenant, combien de temps cela nécessite-t-il? L'article de Galinas en 2000, ainsi que celui de Lindonovius à l'hôpital MGH la même année, ont tous deux exploré cette question de manière approfondie. Ce dernier article a comparé une JAS ou une attelle statique progressive à une attelle dynamique. Nous avons découvert que les deux types d'attelles sont très efficaces pour améliorer l'amplitude des mouvements. Cependant, la plupart des améliorations se produisent dans les 6 premiers mois. Il y a peu d'intérêt à poursuivre un protocole d'attelle progressive, qu'elle soit dynamique ou statique, au-delà de 6 mois. La plupart des patients, ou plutôt des chirurgiens, réévaluent après 6 mois, discutent avec le patient, et s'il manque encore d'amplitude au coude et souffre d'un handicap, nous procédons à une intervention. Les indications pour la chirurgie sont les suivantes. Nous avons parlé du protocole d'amplitude de Mori, 30 à 130, ou de la norme, 30 à 130. Si vous ne pouvez pas étendre votre coude à 40 degrés ou plus, c'est une indication pour une libération chirurgicale. Si vous ne pouvez fléchir le coude qu'à 105 degrés, c'est aussi une indication. De plus, la présence d'une HO importante ou de gros corps détachés, il est vraiment crucial de comprendre que la compliance du patient joue un rôle fondamental. Elle est absolument essentielle pour garantir le succès de l'opération. Par conséquent, si un patient, pour des raisons cognitives ou en raison d'un manque de ressources, ne peut pas s'engager pleinement dans une thérapie post-opératoire, alors l'intervention chirurgicale ne vaut pas le risque. La morbidité associée à l'opération ne justifie pas l'effort pour obtenir une meilleure amplitude de mouvement. Il y a donc une multitude d'algorithmes complexes que vous découvrirez en ligne, notamment dans des articles de journaux. En général, la manière dont je résume les choses, du moins pour moi, c'est que vous avez votre imagerie, qu'il s'agisse de radiographie préopératoire ou de radiographie préopératoire accompagnée d'un scanner. Vous allez là où se situe la raideur, là où se trouve l'HO, là où vous savez qu'il y a un problème, et vous utilisez vos approches pour y remédier. Ainsi, la plupart du temps, l'approche latérale de la colonne
et l'approche latérale du coude suffiront pour obtenir une amélioration notable de l'amplitude du mouvement du coude. Le problème de l'abord latéral, comme son nom l'indique, est qu'il n'offre pas un accès médial adéquat. Donc si vous avez un coude qui est resté bloqué en flexion pendant longtemps, une augmentation notable de cette flexion au-delà de 90 degrés peut provoquer une névrite du nerf ulnaire. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir libérer le nerf cubital. Bien que l'approche latérale de la colonne soit très utile, elle ne permet pas d'accéder au nerf cubital, ce qui peut poser des problèmes, et elle ne permet pas de libérer le nerf cubital, ce qui est crucial dans ces cas-là. Donc, si après une approche latérale, il manque encore de flexion, une approche médiale est nécessaire pour traiter le faisceau postérieur du ligament collatéral médial et le nerf ulnaire. L'approche par la colonne latérale préserve le ligament collatéral ulnaire latéral et les stabilisateurs latéraux du coude, tout en offrant un bon accès au faisceau antérieur et postérieur du nerf ulnaire. Elle permet aussi d'accéder à la capsule du nerf médian, à la coronoïde et au pruge. La voie supérieure médiane, popularisée par Hotchkiss, est indiquée pour les contractures extrinsèques ou capsulaires avec contracture du LMC, absence de flexion du coude et symptômes du nerf ulnaire. Ici, une fois le nerf cubital identifié et protégé, on peut libérer tout l'extérieur du faisceau antérieur du ligament collatéral médial pour améliorer. L'incision peut se faire en flexion et en extension du coude. Vous pouvez exciser la capsule antérieure ici, prudemment. Vous accédez à la pointe de l'olécrâne et du coronoïde sans passer la tête radiale. C'est une bonne approche pour le site. Si la raideur persiste après l'approche latérale, Master Ranger, par-dessus la tête, permet d'accéder aux nerfs médians et aux vaisseaux brachiaux. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les structures latérales. Donc, avec une arthrose et une raideur sévère, une approche combinée est souvent nécessaire. Parfois, on n'a pas le choix et beaucoup ont déjà une incision postérieure. Je ne recommanderais pas 3 incisions, médiale, postérieure et latérale, mais plutôt une grande incision postérieure avec de grands lambeaux soulevés radialement et ulnairement pour l'exposition. De plus, cette approche permet aussi d'accéder à l'articulation radio-ulnaire proximale par l'arrière. Ainsi, en cas de ankylose, on peut y accéder par cette voie. La libération arthroscopique, surtout quand les ressources sont limitées, a peu de rôle. J'ai donc ajouté une diapositive à ce sujet. Des experts comme Sean O'Driscoll et le groupe Mayo sont des maîtres de cette technique. Je ne conseillerais pas cette technique aux chirurgiens orthopédiques classiques ou aux chirurgiens des membres supérieurs. Je la réserverai aux experts. Les contre-indications polonaises de la libération arthroscopique incluent l'ossification hétérotopique, une contracture sévère et la transposition antérieure du nerf ulnaire, ou tout travail sur ce nerf. Elle peut être très efficace entre de bonnes mains, mais ne doit pas être utilisée en cas d'ankylose importante ou de problèmes significatifs. Concernant de la fixation externe articulée, les gens en parlent beaucoup. Slide. La probabilité de déstabiliser le coude après un relâchement de la contraction est extrêmement faible. Il s'agit donc probablement plus d'une discussion historique que d'une discussion opérationnelle. On peut utiliser un fixateur externe à charnière ou le Skeletonamics IGS à droite, qui est le seul fixateur interne dont il a été démontré qu'il permettait ou conférait une stabilité tout en étant contenu dans la peau. Je n'ai pas encore vu un coude raide devenir très instable. J'ai utilisé la fixation de charnière. Le traitement de choix. Pour la gestion post-opératoire, nous avons discuté de la radiothérapie. Les risques me semblent trop élevés pour l'utiliser en post-opératoire, sauf pour la métacentruse. La durée du traitement est de 3 semaines, comme indiqué ci-dessus. Cependant, ce qu'il faut vraiment faire, c'est bouger le coude dès que l'articulation a été débloquée. Il est essentiel de maintenir cet élan. Certaines personnes, notamment le groupe des hommes, préconisent fortement l'utilisation du CPM. Bien que cette méthode n'ait pas été démontrée comme efficace à l'échelle de la population, cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas être efficace pour un patient donné. Ce que nous voulons presque toujours faire, c'est commencer l'amplitude active des mouvements.
dans les 5 à 7 premiers jours. Ensuite, si nécessaire, vous pouvez envisager un traitement supplémentaire si cela s'avère nécessaire, si vous avez besoin d'un traitement. Si vous vous concentrez vraiment sur l'extension ou la flexion terminale, installez une attelle nocturne pour atteindre cet objectif. Certaines études menées sur des souris ont indiqué une amélioration significative dans la prévention de l'HO après l'opération. Mais encore une fois, il n'y a rien de concluant dans la population humaine. On pourrait envisager l'utilisation de Botox en post-opératoire, mais cela n'est pas indispensable et n'est pas encore considéré comme une norme de soins actuellement. En général, comment vont les patients après l'opération? Eh bien, ils vont assez bien. C'est pas comme si tous avaient une récidive immédiate de la raideur du coude. La plupart voient une amélioration durable, environ 70%, atteignant un mouvement de plus de 100 degrés dans cette étude précoce de Doug Kennel. Les méta-analyses et études de haut niveau montrent à nouveau d'excellents résultats. Après la libération chirurgicale de l'os hétérotopique et capsulaire. Il est intéressant de souligner que lorsque l'on observe un os hétérotopique, il est important de noter que quand on remarque une grande quantité d'os hétérotopique, le taux de complication global est d'environ 22%. De ce pourcentage, la moitié, soit environ 11%, est attribuée à l'os hétérotopique. La moitié de ce taux, soit 11%, est due à une récidive de l'HO. Il est également crucial de prêter une attention particulière à la lésion du nerf cubital. Selon moi, c'est un problème qui peut être évité. En effet, pendant l'approche chirurgicale, on peut immédiatement identifier et protéger le nerf. Mais il ne faut pas blesser le nerf cubital lors d'une libération capsulaire ou d'une résection auriculaire, sauf si le nerf est encastré dans l'os, ce qui est possible. Mais souvent, je pense que la lésion du nerf cubital est due au fait qu'il n'a pas été identifié et protégé avant la résection et l'os hétérotopique. Historiquement, les chirurgiens attendaient pour que l'os soit métaboliquement stable. Ils préféraient éviter d'intervenir durant cette période d'hyperactivité. Aujourd'hui, grâce à une étude initiale de Jupiter et Ring dans les années 90 et d'autres recherches, nous savons que les résultats sont égaux ou meilleurs avec une intervention rapide. L'excitation de l'HO en phase active n'entraîne pas de récidive de l'HO sur le marché, ce qui change vraiment le traitement. Une intervention dans les 6 semaines à 3 mois a donné de meilleurs résultats que d'attendre 2 ans d'intervenir. Et c'est logique. Si votre coude reste immobile pendant 2 ans, la chance d'un bon résultat est bien moindre qu'un coude raide depuis seulement 3 mois. Donc, pour le timing, nous recommandons, dans notre approche moderne de 2024, une intervention rapide si les patients atteignent un plateau avec la thérapie, ou si une grande quantité d'HO menace, entrave ou gêne leur mouvement. Concernant le temps d'attente, si l'on se réfère à ce tableau montrant une amélioration de l'attelle jusqu'à 6 mois, il est raisonnable, sans blocage du mouvement, d'utiliser l'attelle pendant 6 mois. Mais ensuite, il faut envisager la chirurgie. Le dernier point est l'articulation radiale ulnaire proximale ou PRUJ. Une vraie synostose du PRUJ sera très contraignante. L'articulation radiale ulnaire proximale va. Si l'articulation est fusionnée, alors la supination prononcée ne sera pas possible, et vous devez le faire. C'est un défi non seulement en termes de résection, en s'assurant de ne pas provoquer de fracture du col radial, mais aussi en termes de prévention de la récurrence. Il existe donc une multitude de méthodes différentes pour aborder ce problème. La greffe de graisse libre est souvent considérée comme l'étalon or chez certains patients. Bien qu'il y ait une complication dans le profil qui montre un certain degré d'extrusion de graisse et à un niveau très très faible lorsque la greffe de graisse libre est utilisée, il n'y a pas de problème. Comparez-le directement. Les avantages de la greffe de graisse libre sont peut-être limités. J'aime bien la greffe de graisse et j'ai eu de bons résultats. L'important est de bien découper. Soyez très prudent dans votre dissection. Évitez d'utiliser le cautère sur le périoste. Placez le greffon et commencez l'amplitude de mouvement. En résumé, prévenez le problème en commençant l'amplitude des mouvements en post-opératoire si possible, avec de l'indométacine ou un autre anti-inflammatoire de votre choix. Ensuite, si nous devons traiter le problème, nous voulons absolument le traiter rapidement, idéalement dans les 6 mois. Il est important de comprendre pourquoi il y a une raideur. L'imagerie, y compris la tomodensitométrie, peut donc être très utile. Ensuite, il est nécessaire de réséquer, mais sans exagérer. Essayez d'éviter d'utiliser le cautère sur l'os. Et ce qui est peut-être le plus crucial, une fois que vous avez libéré la contracture, faites vraiment très attention au nerf cubital. Assurez-vous de bien vérifier qu'il est visible et qu'il est bien libre avant de commencer à manipuler le coude de manière marquée ou agressive.
Prenez le temps d'être certain de cela. Je vous remercie sincèrement de votre attention et de votre compréhension.